On m'a donné la mission de faire une conférence devant 1000 personnes. Je suis pratiquement prêt. Je vais maintenant découvrir la salle qui m'attend, cette salle de conférence. Bon, pour l'instant, il n'y a personne, donc pas trop impressionnant. C'est beaucoup trop grand. Ah, ça y est. Ça va le public? Ah, ils sont bien. Je préfère être là que là-bas. J'ai hâte, du coup, de faire ma première date à la Kind Arena de Rouen. Et dire que dans 3-4 ans, je serai peut-être au Stade de France. Lucas, t'es derrière la scène là. Ah mince, j'ai loupé le... Ouais, Merde. t'es un peu trop loin. Oui. Non, ça c'est le problème de faire une entrée d'artiste, on loupe des fois le truc quoi. Bienvenue Lucas, on est dans la salle où tu donneras ta conférence. Je suis très heureux d'animer ma toute première conférence, c'est impressionnant. C'est une première. C'est une première, il y a un peu de stress, il y a un peu d'émotion, j'espère que ça va être bien, que ça va plaire aux gens surtout. Il y a 1000 personnes à convaincre, donc... Bon, non, c'est une petite salle, je sais pas qui t'a dit 1000 personnes Lucas, mais... Pareil, on m'a dit, mais on m'a mis dans plus petit du coup. Ouais, c'est ça, On s'est rendu compte que c'était pas bon. C'est dans la petite salle Lucas, les quelques personnes. De toute façon, moi j'étais là pour un truc confidentiel quoi. Alors ça va être une magnifique conférence inspirante pour les quelques personnes qui voudront bien m'écouter. On va faire un peu ce que je fais sur les réseaux, on va parler de mon parcours, on va parler numérique, on va parler accessibilité, on va parler, et au-delà de parler, on va essayer de rire, de se détendre, de conclure cette journée codeur en scène comme il se doit. Donc on est à Rouen, codeur en scène. On est à Rouen, on est à la Kind Arena. Tu ressens la petite salle? Je ressens la petite salle, qui a l'air quand même, petite. C'est ça. Ça résonne pas trop. Français. Je suis ravi d'être à Codeur en scène pour une belle conférence. Est-ce qu'il y aura Brigitte dans le public? On ne sait pas. Mais la conférence de demain, 17h30, on m'en indique du bien. On m'a donné la mission de faire une conférence devant 1000 personnes. Non. Je suis pratiquement prêt. Je vais maintenant découvrir la salle qui m'attend. C'est la salle de conférence. Non. Vous nous entendez pas? Non. On est trop loin du PC. On est caché. Faites comme si on n'était pas là. On n'est pas là. Je reviens de chercher Lucas. Au revoir. Alors, vous pouvez faire un truc parce que Lucas va pas vous voir, mais il peut vous entendre. Donc, n'hésitez pas à l'applaudir pendant que je cours. Ça va les clichés, non? Il s'appelle Lucas, il est beau, il est grand, il est fort. Sa particularité, on lui a fermé les yeux, il n'a jamais pu voir le monde. Mais heureusement, on lui a laissé la bouche ouverte. Après un succès dingue, avec des millions de vues sur les réseaux, des milliers de fans et de journalistes qui l'attendent devant sa porte, il a même annulé un dîner avec Jean-Pierre Foucault. Le dîner que nous avions prévu. Alors, je t'attends à la sortie de ta conférence et crois-moi, on va s'expliquer. C'est mon dernier mot. Il est là ce soir pour vous le dire les yeux dans les yeux. Le vrai handicap, c'est de s'arrêter à ce qu'on croit impossible. Alors, prêt à bousculer vos idées reçues? Prêt à ne plus jamais voir les choses de la même façon? Le voir pour y croire. Comment transformer vos contraintes en réussite? Une conférence de Lucas en live. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Lucas. Comment ça va Rouen? Bonsoir. Ça va bien? Ouais, ça a pas l'air. Hein. Franchement, je ne vous vois pas mais je vous entends effectivement. Je sens les premiers applaudissements un poil timides quand même. Si on peut peut-être essayer de faire un peu mieux. Pas mal. C'est pas mal. Bon, je suis content d'être là avec vous. Ma mission, si vous l'acceptez, je l'ai accepté, c'est de faire la clôture de cette conférence. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient mettre quelqu'un de différent pour terminer. Un peu comme les keynotes d'Apple, le Think Different. Bah, c'est moi, ce soir. Je vais vous prendre par la main et je vais vous guider, ce qui va changer un petit peu d'habitude, puisque normalement, c'est l'inverse. Moi, en fait, je m'appelle Lucas, j'ai 30 ans, je suis aveugle, comme vous avez pu le voir. Je suis journaliste, animateur radio et je suis créateur de contenu. Un métier qui est un petit peu à la mode, mais sauf que moi je ne vends pas des crèmes ou des trucs comme ça. J'explique un petit peu mon quotidien sur les réseaux sociaux, on en reparlera tout à l'heure. J'ai pas de compétences techniques, de développement, d'informatique pure et dure. Par contre, j'utilise les réseaux sociaux et on parlera tout à l'heure d'accessibilité numérique qui est un sujet qui je pense va
clairement vous concerner. Je vous propose ensemble de collectivement se dépasser. C'est l'objectif qu'on va faire pendant cette conférence, de ressentir un petit peu toute l'énergie qu'il y a en nous. Moi, je ne me considère pas comme une personne handicapée. J'aime plutôt dire que je suis une personne handicapable. Ouais, ça, je laisse un petit blanc, je trouve que ça sonne bien comme ça. C'est bien. Être aveugle, c'est pas avoir des lunettes noires et se trimballer avec un piano à queue. Hein, hashtag cliché. Non, c'est un aveugle qui a grimpé l'Everest, le sommet de l'Everest, ça existe. C'est une avocate internationale qui est sourde et aveugle et qui est militante pour l'accessibilité numérique. Elle dit souvent que l'innovation vient malheureusement de la contrainte. Elle n'a pas tort. On peut être aveugle et photographe, guide, je vous assure ça existe. Mais ces hommes et ces femmes, ils ne se sont pas dit je suis aveugle donc c'est mort. Ils se sont dit je suis aveugle et voilà comment je vais faire avec cet handicap. Comment je vais me dépasser, comment je vais réussir. Et au-delà de ces exploits qui sont, c'est vrai, chouettes à raconter, mais qui restent des exceptions, il y a aussi des gens un peu plus normaux, comme moi. Alors on peut aussi faire l'inverse, hein. J'aurais pu vous dire oui alors une personne aveugle c'est quelqu'un qui a des yeux chelous, qui tournent dans tous les sens, qui galère à lire une carte dans un resto, qui ne sait pas se poser la question de combien de minutes il doit prendre avant d'aller à un rendez-vous même si c'est à 5 minutes de chez lui. C'est un petit peu moins vendeur. En tout cas être aveugle c'est aussi se dire je tente, je le fais et j'y arriverai les yeux fermés. Alors pour les petits curieux, pour terminer ma petite présentation, moi en fait si j'avais joué au loto, j'aurais gagné le jackpot. Malheureusement, j'ai pas joué au loto et à la place, on m'a fait naître avec de l'albinisme et une microphthalmie. C'est un truc hyper rare. Albinos, c'est le manque de mélanine. Et une microphthalmie, c'est les globes oculaires qui n'ont pas poussé, qui n'ont pas grandi pendant la grossesse. Donc très très malvoyant dès le départ. J'ai quand même pu avoir la notion de couleur. Et puis complètement aveugle à l'âge de 18 ans, juste avant de rentrer en école de journalisme. Voilà. Donc j'ai pas envie ce soir qu'on s'apitoie sur mon sort. J'ai pas envie de faire une conférence triste, ni moralisatrice sur le handicap. Je sais qu'on est français, mais ce soir, promis, on va pas râler. On va plutôt rire, on va plutôt se détendre, on va plutôt s'interroger, on va essayer d'aller de l'avant, de vous stimuler aussi et de dépasser collectivement nos limites. Je pense que c'est ça qui est hyper intéressant. Ça vous va comme programme ? Ça a l'air. Alors je vais parler de moi un petit peu. Mais je suis certain que ça va forcément faire écho à vos vies, à vos défis, vos envies, à votre challenge aussi. Ce soir, on va dire au revoir à vos contraintes. D'ailleurs, vous pouvez leur dire au revoir les contraintes. Voilà, bye bye. Ce soir, on va transformer la voiture que vous êtes, qui cale un peu trop à votre goût. On va y ajouter pour ça un moteur super puissant. Et on m'a donné une zapette, donc normalement, ça devrait envoyer la vidéo qui va suivre en théorie. Pour la vraie première fois de ma vie, une voiture. Alors, voilà. On est bien installé en tout cas dans cette voiture. Et là, tu lâches le frein. Là, ça roule en fait. Hein, voilà. Là, ça avance pour de vrai. Tu le sens. Donc, vas-y, à droite, un peu à gauche. C'est chaud de manier le À volant. droite, En fait, de à ça. droite, sans accélérer. Oui. À droite à fond, 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 à fond. Il y a des gens qui nous regardent, ils se demandent ce qu'on fout. Et là, à gauche. Donc, et là, tu vas freiner un peu. Vas-y. Vas-y. Ah oui, ça fait bien. Voilà, là, c'est. Là, je vous ai fait un petit Donc freinage. là, à droite le volant. À droite le volant. Un peu moins, Voilà, droite. Encore droite. Nickel, ça c'est un putain. Encore à droite. Là on est sur le vibreur. Hop, à gauche. Là. Merde. C'est pas grave. Vite. C'est pas grave. Ah c'est top ça. On a fait une sortie de route. Voilà un petit exemple de ce que vous pouvez retrouver notamment sur mes réseaux sociaux. Et là, on m'a fait pour la première fois conduire une voiture. Alors, c'était sur circuit, mais que c'était bon, franchement, que c'était jouissif. Et c'était un bel événement qui s'appelle le Motorfest. Et le gars s'est dit, quelles contraintes on peut avoir aux côtés de personnes handicapées, comment on fait si on a envie de les faire finalement conduire. Et il a pris ce pari de faire un événement complètement gratuit où toutes les personnes avec peu importe leur handicap pouvaient monter dans une voiture, faire des stages de pilotage, etc. Et c'est génial parce que il y a des personnes handicapées qui avaient beaucoup d'angoisse, qui avaient beaucoup de peur, et d'avoir relevé ce défi, d'être allé à 300-350 km/h sur un circuit, derrière ça les a fait avancer. Donc très bel événement que moi je raconte justement en utilisant ma particularité pour en faire
du contenu qui est hyper cool. Et la vidéo sera bientôt dispo sur YouTube, donc vous pourrez aller vous abonner. Évidemment, je compte sur vous. Bref, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'y voir clair pour avancer dans la bonne direction, pour reprendre toujours la métaphore un peu de la voiture, et que je suis sûr que vous aussi, vous avez des freins. On en a tous. On pense à un projet, un voyage, une discussion importante, on pense à quelque chose que vous n'avez pas osé faire ces dernières années. Vous pourrez le noter en sortant de cette conférence et tiens, qu'est-ce que j'ai pas osé faire que j'aurais adoré faire? Et je suis sûr que vous avez quelque chose. Maintenant, vous vous demanderez qu'est-ce qui m'a freiné et quelle est cette contrainte, cette peur de l'échec, comment je peux faire pour finalement arriver à enlever cette contrainte et à me dépasser. Moi, on m'a souvent fait comprendre, par exemple, que j'y arriverais pas. Hein, quand tu as un handicap, quand tu es différent, on te dit t'es sûr que tu veux faire ça T'es sûr que tu veux pas plutôt faire kiné ou faire des paniers en osier? Non, non, j'ai dit non, moi je veux faire un peu de radio, je veux faire un peu de choses dans les médias. Et aujourd'hui, je suis bien content de ne pas avoir écouté tous ces gens-là. Je voulais aussi vous dire un petit truc qui est important, c'est que je pense qu'on a tous le droit de se plaindre. Je veux pas non plus que vous disiez il est quand même très fort ce garçon, il y arrive, alors que franchement moi je pourrais pas à sa place, comment il fait, c'est bravo à lui quoi. Ok, vous avez le droit de vous dire ça, mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit de vous plaindre de petites choses du quotidien. Au contraire, on a tous nos petits moments d'humeur, nos petites difficultés. Un truc tout bête, je sais pas, tu prends ta douche le matin, l'eau elle est froide, et tu vas râler. Et tu as raison de râler. Même si c'est une échelle minime, effectivement, par rapport à un gars qui n'a pas d'œil ou pas de jambes, mais tu as le droit de râler. Je donne quelques chiffres quand même sur le handicap en France. Sachez qu'il y a 2 millions de personnes déficientes visuelles, 200 000 aveugles, et sachez que 70% des gens qui sont aveugles sont au chômage en France. C'est énorme. C'est 75% en Europe. Et sachez qu'on coûte très très cher à la collectivité, à vos impôts. Dans le monde, la déficience visuelle, la perte de productivité, elle est estimée à plus de 410 milliards. C'est énorme, hein. Ça en ferait quand même des adaptations de postes ou imaginer des choses pour gagner en autonomie quand même. Je suis sûr que ça coûterait moins cher, en tout cas. Je vous le disais, le mot d'ordre de cette conférence, c'est contrainte versus transformation. Comment on transforme une contrainte pour la mettre en musique et pour s'en échapper. Un exemple tout bête. Moi, ça fait 1 an et demi que je recherche du boulot en radio. Et je postule comme quelqu'un de lambda, sauf que sur mon CV, je précise bien que je suis aveugle, parce que je préfère être honnête dès le départ. Et j'ai postulé dans une radio à Lyon. Et cette radio était intéressée au départ. Et puis quand j'ai reprécisé que j'étais bien non-voyant, le mail qu'il m'a envoyé, c'est désolé vraiment, mais en fait, on ne peut pas vous prendre parce que c'est compliqué. L'alarme qui sert à ouvrir ou fermer la radio, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ah, ok. Mais moi, en fait, je voulais faire de la radio, je voulais parler derrière un micro, je ne voulais pas activer le code de l'alarme, je sais faire. Chez moi, j'ai des volets en domotique. Je peux gérer même la chaudière depuis cette salle. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas déclencher une alarme. Voilà, c'est vraiment ce manque de bon sens qui a été une contrainte. Puisque quand on reçoit cette réponse par mail, on se dit « Waouh, ok, on en est encore là en 2025 ». Mais finalement, je me suis dit, on va en parler, on va en faire une petite vidéo sur les réseaux sociaux pour un peu se moquer de la situation, on va voir ce que ça donne et on va même écrire au ministre. Et bonne nouvelle, le ministre m'a répondu avec une lettre que j'ai reçue par la poste. Une boîte de pilules de Viagra. Non, c'est pas ça. Un laxatif. Non, c'est pas ça. Non, c'est parce que là, c'est ce courrier-là. Voilà. Alors déjà, ministre de la Solidarité et du Handicap, qui donc m'envoie un courrier papier à vous déjà, au lieu de me répondre par mail, ce qui est accessible. On m'envoie donc une lettre. Monsieur, Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, a bien reçu la correspondance électronique que vous avez adressée à Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap. Merci. Elle m'a personnellement chargée de vous répondre. Oui. Vous appelez l'attention sur les difficultés que vous rencontrez pour retrouver un emploi depuis plus d'1 an et demi en raison de votre situation de handicap. Oui. Nous voyons de naissance, vous témoignez des obstacles quotidiens que vous avez dû affronter et faites part d'une réponse discriminatoire à votre égard. Merci, Roman. C'est la description de ce que j'ai écrit. Oui, je suis d'accord. Vous précisez avoir sollicité France Travail, mais estimez que l'accompagnement mis en place s'avère insuffisant au regard des problèmes que vous exposez. Vous souhaitez que l'emploi des personnes en situation de handicap soit mieux appréhendé. Voilà, vas-y. En fait, déjà, ils te résument ton courrier. Bon, ok. Est-ce que c'est plus intéressant en dessous ou pas? Attentif à la lecture. Ok, on va s'arrêter. Bon, voilà, ça, cette vidéo, forcément, elle a
elle a parlé à beaucoup de gens, on a fait plus d'1 million de vues sur les réseaux, et on voit à quel point il y a une impuissance politique quand vous expliquez votre problème, qui est un problème concret. On voit qu'il y a une impuissance politique avec un courrier qui est juste délirant, je pense, qui a été écrit avec ChatGPT. Et ça touche quand même, parce que j'ai carrément le directeur national de France Travail qui m'appelle et tout, qui essaye de comprendre. Bon, j'ai toujours pas trouvé de boulot en radio, mais c'est pas grave. Maintenant, je suis devant vous et je kiffe beaucoup plus ça, finalement. Mais c'est pour vous dire que voilà, cette contrainte-là au départ, on en fait une force et on ressort la tête haute. Même si on prend un petit coup derrière le museau, eh ben on se dit voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir tourner ces gens-là, cette problématique un peu en ridicule et à notre avantage. Et ça, je pense que c'est très important et c'est quelque chose que vous pouvez, dans vos métiers, dans vos vies, vous pouvez mettre ça en œuvre facilement. Dépasser ses limites, c'est important. Si je ne l'avais pas fait, je serais aujourd'hui dans mon canapé devant Netflix en mangeant des pop-corn. Et Dieu sait que j'adore les pop-corn, mais ce n'est pas l'ambition. Et je pense qu'on a tous une ambition secrète. Donc ne baissez pas les bras, ne vous dites jamais c'est impossible. Le tout, c'est toujours de ressortir, je vous le disais, fort et la tête haute d'une situation. Ça, c'est quand même très important. Pour preuve, quand je bossais à la radio, on a aménagé mon poste parce que on a pu se dire que j'avais plutôt du talent pour ce métier-là. Donc on a tout fait, ça n'a pas coûté forcément des milliers d'euros pour rendre mon poste accessible. C'était juste un peu de jugeote. On a appelé les gens qui ont justement fait le développement du logiciel de radio, qui est un logiciel qui est dans pas mal de radios. On lui a dit voici la problématique. Donc on est parti d'une problématique. Il est non-voyant. Comment est-ce que tu peux adapter, recoder une partie du logiciel pour qu'il puisse l'utiliser ? Alors ça a pris quelques jours, j'ai testé, on a testé avec plein de claviers différents, des raccourcis un peu partout sur les ordis. Et le résultat, c'est que je faisais la matinale, je l'animais bien sûr, mais en plus de ça, j'étais derrière la console pour effectivement pouvoir faire l'émission. Je vous montre un petit extrait de ce que ça donnait, du coup. Hop. Encore un petit coup. Allez, attends. Ah, j'ai pas cliqué. Dans un instant, et on sera un petit peu en retard pour l'actu locale, mais nous sommes avec Stéphanie Hatton de la Cave au Jérômé. Vous allez là-bas chercher les meilleurs fromages des Vosges, hein, je le dis, voilà. Et ça, si vous cherchez du boulot en ce moment, ça peut être super cool. Merci d'être passée, Stéphanie de la Cave au Jérômé. Merci pour ce beau cadeau, ce délicieux fromage. Merci. C'était un très très bon moment. On vous le partage évidemment sur les réseaux sociaux. Voilà, tout simple, mais effectivement ça prouve quand même que c'est possible de faire des choses et de travailler en toute autonomie quand derrière vous avez non seulement des gens qui réfléchissent et puis des gens qui sont ouverts d'esprit. Voilà, le gars du logiciel s'est pas dit c'est impossible, il s'est dit ok, on va se poser et on va réfléchir ce qu'on peut faire, et du coup ça a été fait. Et ce qui est génial, c'est que j'avais l'impression de bosser comme tout le monde. Mon handicap partait. Au moment où je rentrais dans le studio pour faire l'émission. Et par contre, ce qui est drôle aussi, c'est que les gens qui me voyaient toucher à tous les boutons et tout ça sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'ils venaient me parler, c'est « Waouh, t'es impressionnant, comment t'arrives à tout gérer, comment t'arrives à tout toucher, tout faire partir en même temps comme il faut ». C'est drôle, alors du coup je l'ai laissé un peu être impressionné, mais en réalité moi ce que je me dis dans ma tête c'est non, j'ai juste fait mon boulot, c'est juste qu'on l'a un petit peu aménagé, mais j'ai rien d'extraordinaire quoi. Bon, je vous fais un petit top 3 des questions qu'on me pose le plus, puis après, promis, on va parler accessibilité numérique, et puis on parlera aussi intelligence artificielle. La question qu'on me pose le plus, qui revient le plus, c'est « ça fait quoi d'être aveugle ?» Alors, je veux dire, ça fait chier. Voilà, je vais faire des réponses courtes. Alors, un jour, est-ce que tu pourras retrouver la vue ? On ne peut pas t'opérer, ça c'est un truc vraiment, on me le dit, mais tout le temps. Alors oui, j'espère bien qu'on pourra, mais je ne me fais pas d'illusions. Dans combien de temps, dans combien d'années j'attends pas ça pour vivre. C'est pas les yeux qui vont me faire voir. Je me dis peut-être que ce sera plutôt les nouvelles technologies, finalement. Peut-être qu'on n'arrivera pas à rebrancher mes yeux à mon cerveau. Par contre, on va peut-être, alors je dis pas peut-être une puce à la Elon Musk, mais en tout cas créer des programmes, des choses qui vont nous faire voir notre environnement sans forcément passer par les yeux, avec d'autres éléments, du son, je sais pas, de la 4D, des ressentis. Ça, c'est à vous de l'imaginer en fait. C'est votre job. Moi, je vous dis que vous pouvez le faire, vous en êtes capable. Voilà. Autre question, la dernière qu'on me pose le plus, c'est qu'est-ce qui te manque le plus de ne pas voir ? C'est vrai que vous pouvez vous imaginer, passer 24 heures les yeux fermés et vraiment vivre dans le noir complet. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus ? Moi, ce que je réponds, c'est que c'est peut-être plutôt de ne pas voir mes proches,
par exemple. Ça, c'est peut-être le truc le plus difficile au quotidien. Et puis de ne pas pouvoir se déplacer finalement de manière rapide, enfin, d'aller n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est peut-être le truc qui est un peu le plus frustrant. C'est-à-dire, puisqu'on parle de proches, il y a ma mère qui est dans la salle, donc je fais un bisou. Voilà. C'est important de toujours dire d'où on vient. Voilà. Le but, c'est de la faire pleurer avant la fin de la conf. On peut peut-être applaudir Virginie, super coach de vie. C'est vrai. C'est une coach de vie et c'est grâce à elle aussi que finalement j'en suis peut-être là. On ne sait pas. En tout cas, je voulais ensuite enchaîner en vous donnant quelques petites phrases. Vous allez juste dans votre tête vous dire, est-ce que je l'ai déjà dit de cette phrase? Est-ce que j'aurais pu le dire? Ou est-ce que jamais de la vie? Oh non, je suis au-dessus de ça, moi. Alors comme phrase, par exemple, on a le « tu vois ce que je veux dire ?» Ah bah non, du coup. Ouais, parce qu'en fait, les gens se rendent compte qu'ils ont dit cette phrase à un aveugle, et du coup, ils se justifient « ah bah non, pardon, je ne veux pas dire ça ». Comme « t'as vu un film, tu l'as vu, celui-là, il est bien ». Pas de souci, vous pouvez totalement utiliser ces termes. Je vais pas me fâcher, et au contraire, je préfère qu'on parle exactement comme tout le monde. Voilà. Autre phrase, mais du coup, comme tu es aveugle, tu vois vraiment rien, ou un peu quand même, ou un peu, mais rien du tout? Quand même un peu, non? Ça, c'est les gens, ils se disent, mais c'est pas possible, il peut pas rien voir du tout. Comment il fait? Et puis une dernière qui m'arrive, mais très souvent, encore la semaine dernière, j'ai posé une question sur ce qu'il y avait, je sais plus, je crois que c'était dans un bureau de tabac, genre, ouais, vous pouvez me dire ce qu'il y a sur l'étal là que je peux acheter? Et la personne, sérieusement, m'a dit, ah, c'est quand même dommage que vous voyez pas. Hein. Merci, madame. Super cool. Bon, allez, on va passer à ce que vous adorez dans un instant, les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Mais d'abord, je voulais juste vous demander, à main levée, qui a déjà croisé un aveugle? À main levée, ouais, ça. Pas beaucoup de monde du coup. Et qui a déjà aidé un aveugle qui galérait? Comme ça, à main levée. Levez la main là-bas, je vois pas trop. Ok, très bien, merci, c'est important pour moi. Alors la partie réseaux sociaux, pour vous dire un petit peu, déjà vous pourrez évidemment venir me suivre sur les réseaux. Moi, c'est Lucas en live, L-U-C-A en live, pas de souci, je vous attends. Vous me ferez comme ça un débrief si vous avez kiffé cette conférence ou pas en message privé, pas de souci, vous pourrez me dire que c'était nul. Ou après, à la sortie, si vous aimez plus le réel. En gros, j'ai commencé il y a 1 an, j'ai fait une petite vidéo où j'expliquais que faire si jamais tu croises un aveugle dans la rue. C'est une vidéo qui a bien marché. C'est une vidéo qui a fait énormément de vues, comme celle que je vais vous montrer maintenant aussi. L'idée, c'est vraiment de démocratiser le handicap, de sensibiliser tout le monde pour expliquer à vous, en tant que créateur, développeur, qu'on peut créer des choses peut-être pour nous faciliter la vie, et puis à tout le monde que finalement, on est des gens comme vous. Moi, l'idée de me servir des réseaux sociaux, aujourd'hui plus de 100 000 abonnés, 50 millions de vues, nanana, je me la raconte, c'est de montrer que une personne handicapée peut essayer d'utiliser les codes que tout le monde utilise aujourd'hui pour, non pas être un porte-voix, je ne veux pas être un porte-voix, mais pour en tout cas montrer qu'on peut faire des choses et qu'on peut le faire avec, si possible, un peu d'humour, un peu de peps. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer une vidéo qui a cartonné, qui a fait plus de 3 millions de vues, qui est un petit sketch. C'est-à-dire que vous allez d'une part apprendre des choses, et d'autre part, il y a un petit twist qui vous donne envie de rester sur ce contenu. Et si jamais ça vous fait pas rire, vous pouvez quitter la conférence, pas de problème. C'est l'heure de l'apéro en plus, donc vous avez le droit. Voilà. Petite vidéo que je vous montre. Je suis aveugle et j'ai décidé d'aller chercher du pain avec vous pour vous montrer comment ça se passe dans la rue. J'ai ma petite canne, je vais commencer par descendre les escaliers, mais j'ai pas besoin de sortir la canne puisque je connais les escaliers, donc je peux les descendre tranquillement, même sans boire. Ça pose pas de problème. Bon, bah je peux pas aller chercher le pain, c'est fermé. Pour se déplacer, les aveugles, ils ont soit un chien guide, un beau labrador, ou alors ils ont comme moi une canne blanche qui se déplie comme ça. Oui, alors je vois pas la couleur de la canne, mais ça s'appelle comme ça, une canne blanche. Et ça permet de pouvoir se déplacer en balayant devant moi, comme ça, de droite à gauche, pour aller jusqu'au lieu souhaité. Ah bah voilà, j'ai débloqué. Alors quand on arrive devant des escaliers, pour savoir combien il y a de marches, on met la canne comme ça, en parallèle des marches. Vraiment, on sait quand l'escalier se termine et on arrive à la boulangerie. D'être aveugle, c'est compliqué pour se déplacer, pour trouver les bons endroits. Mais avec un peu d'entraînement, par exemple, je vais pouvoir aller chercher ma baguette pour ce midi. Je suis arrivé à la boulangerie, mission accomplie.
Bonjour. Bonjour. Je voudrais 2 baguettes, s'il vous plaît. Ah non, on va prendre des Moi, c'est tout ce que je peux vous prendre aujourd'hui. C'est pas la boulangerie. Non, vous n'êtes pas à la boulangerie. Bon, bah mince. Eh bah, tant pis. Désolé. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. au revoir. Donc le petit sketch, histoire de montrer d'une part comment on se déplace dans la rue, et puis surtout pour faire ce petit twist un peu en mode humour, parce qu'il faut retenir les gens. Et j'aime bien cette idée, voilà, de faire passer un message tout en restant quand même très drôle. J'ai le droit de le dire, c'est mon contenu en même temps. Puisqu'on parle de handicap, de contraintes, je voulais aussi vous dire que moi, vous l'avez compris, ce que c'est que mon handicap. Mais je suis sûr que vous tous, là, dans la salle, vous en avez un de handicap. Oui, vous avez forcément un handicap. Et je pense même que je peux vous demander de le crier, votre handicap. Non, c'est vous, sinon je prends quelqu'un au hasard dans la salle. Hein. Quel est votre handicap? Ouais. Genre, vous êtes tous normaux? On se fout un peu de moi. Hein. Moi, je suis sûr que vous avez un handicap. Je sais pas, quelqu'un qui aime pas parce qu'il est roux. Quelqu'un qui est un peu en surpoids, quelqu'un qui est un stressé de nature, quelqu'un qui manque de confiance, quelqu'un qui est la seule femme dans sa boîte, puisqu'on parle de tech. Hier soir, j'en discutais. Voilà, je suis la seule femme dans la tech. Ça, c'est un handicap, oui. Et alors, ça n'empêche pas de réussir. Donc, réfléchissez à votre handicap. Ça, pareil, vous y pensez aussi ce soir quand vous rentrez à la maison. Dites, chérie, c'est quoi mon handicap? T'inquiète, il va te sortir une liste. T'es pas prêt, hein? T'es pas prêt. Vous dites pas que c'est fichu. D'accord? Il y a des périodes plus difficiles que d'autres, ça c'est vrai, mais on peut toujours reprendre son destin en main. Ça c'est très important. Voilà, on s'accroche à toutes ces choses positives qui sont là, qui sont autour de vous. Et il y en a énormément. Et on passe vraiment à travers ces petits handicaps qui peuvent parfois nous contraindre. Encore une fois, on est dans cette distinction. Handicap physique contraignant, c'est pour moi, je prends ma part. Vous avez des contraintes handicapantes. Essayez de les déceler et vous verrez que ça ira beaucoup plus vite après. Voilà, comme promis, maintenant on va passer à ce que vous kiffez. Ce que vous kiffez, c'est le numérique, bien sûr. Et moi, il y a un sujet qui est important pour moi, c'est l'accessibilité numérique. Et j'ai fait une vidéo justement pour vous montrer un cas concret d'accessibilité numérique. Je suis aveugle, je suis chez moi, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde et pourquoi pas, désolé pour l'empreinte carbone, je veux prendre l'avion, je vais sur l'appli d'EasyJet, et ben voilà exactement comment ça se passe. Je suis aveugle, à défaut de pouvoir être pilote de ligne, j'aime bien de temps en temps prendre l'avion. C'est pratique pour voyager et franchement ça coûte moins cher que le train, on va pas se mentir parfois. Sauf qu'il y a un petit problème avec l'application EasyJet qui n'est pas totalement accessible. Je vais te montrer. Monsieur et madame Copter ont une fille, comment s'appelle-t-elle? C'est Nelly. L'hélicoptère. Donc je me suis permis de choisir un billet d'avion, j'ai évidemment réservé toutes les étapes, les sièges, la location de voiture, l'assurance sur l'application EasyJet. Et là je suis arrivé à rentrer mon identité et j'y suis presque pour réserver mon billet. Je dois arriver sur une case pour choisir mon âge. Je ne sais pas pourquoi ils nous demandent notre âge alors qu'il y a notre date de naissance sur le compte, mais bon ça au passage. Bon alors comment ça marche? Âge au moment du voyage. Âge au moment du voyage. Âge au moment du voyage. Donc techniquement, si j'appuie là, je devrais pouvoir sélectionner l'âge. J'appuie, ça ne fait absolument rien. Ok, donc là je suis bloqué. Alors je vais aller sur la case peut-être un petit peu d'à côté, je balaye avec mon doigt, histoire d'essayer de trouver une solution. C'est souvent comme ça, quand tu vois pas, il faut un peu se débrouiller, se démerder. Là je vais cliquer. Ah, ça a fait quelque chose. Là. Voilà, bon, super l'accent anglais. Alors je vais cliquer, là ça me paraît pas mal. Veuillez sélectionner un âge. Veuillez sélectionner âge au moment. Veuillez sélectionner âge. Non. Bah, ça n'a rien fait. Tu vois, là j'ai plus rien. Je peux plus. Alors je vais réessayer. Je recommence. Voilà. Plus du 18. Ah, j'entends plus de 18. Bon, je vais appuyer. En fait, quand je clique, ça ne fait absolument rien. Voilà. Veuillez sélectionner un âge. Et donc je me retrouve bloqué et je peux te dire que j'ai essayé pendant des heures de faire ça, de savoir où cliquer pour aller chercher l'âge. Si tu n'as pas une assistance visuelle, quelqu'un qui t'aide, parce que quelqu'un qui voit, ça se fait en 2 secondes. Moi j'ai mis, je te jure, 1 heure pour essayer de trouver la solution par moi-même. Eh bien ça ne marche pas, juste parce que les développeurs de l'application sur EasyJet, ils n'ont pas fait totalement le boulot. Donc je me retrouve avec mon billet d'avion que je ne peux pas valider. Et pendant ce temps-là, le prix, lui, il augmente. Malheureusement. Bref, je pense que ça mérite quelques explications de la part d'EasyJet. Si vous pouvez corriger ça pour tout le monde, c'est cool. Si vous pouvez m'offrir 1 an d'avion,
c'est encore plus cool. Bon, j'ai pas eu mon âne d'avion, et je crois que le temps que je sélectionne mon âge, l'avion était déjà parti de toute façon. Du coup, j'ai pris le train pour Rouen. Sniff. Tiens, allez, je vous sens un peu fatigué. 98% des sites conformes aux standards d'accessibilité, donc 80% des sites ne sont pas conformes aux standards d'accessibilité. Ça mérite un petit applaudissement, bravo. Bravo. Bravo à tous ces sites qui ne sont pas accessibles. Bravo. Bravo. Attention, j'en ai d'autres. Hein. 22% des images sur les pages d'accueil n'ont pas de texte alternatif. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Incroyable. Bon, alors comme ça, je peux vous dire que ça peut-être peut vous intéresser aussi. Il y a 12 millions de personnes handicapées en France, ça en fait des clients potentiels. 70% d'entre eux utilisent aujourd'hui le mobile désormais pour naviguer. Donc pensez-y quand vous faites vos développements. Voilà, vous ne basez pas que sur le site PC. Mais bon, je pense que maintenant on fait pas mal de responsive, mais il faut quand même y penser. Sachez également qu'en France, une personne sur 5 est concernée par des problèmes d'accessibilité. C'est énorme. En vrai, c'est énorme. Donc il ne faut pas prendre ce sujet à la légère. Je pense que c'est important. Il faut, selon moi, c'est mon petit conseil, penser accessibilité dès la création de votre projet, de votre appli, de votre site. C'est très important. Alors oui, ça coûte 5 à 10% de plus que de créer un site qui n'est pas totalement accessible, c'est vrai. Mais y repenser après, le coût il est faramineux. Faramineux. Donc autant le penser dès le début, quoi. Et en plus, c'est bon pour le référencement de rendre un site accessible, forcément, puisqu'on met plein de textes partout, on aide un petit peu les moteurs de recherche à vous indexer, donc ça c'est quand même bien, quoi. Voilà. Donc je vous pose la question, amis développeurs et développeuses, vous préférez perdre un peu d'argent, mais vous passez de millions d'utilisateurs, ou nous faire subir une vraie perte d'autonomie? À vous de voir, parce que moi je vois pas. Exemple, typiquement, Ticketmaster, vous connaissez pour réserver vos places de concert? Ticketmaster, genre tu vas aller au concert de Rihanna, elle est là, elle est derrière, viens! Non, elle n'est pas là, je rigole. Tu prends des places pour aller voir Rihanna, tu as un timing dans ton panier et tout, parce qu'il y a plein de gens derrière, trop cool, tu as tes places, et tu tombes sur quoi? Le CAPTCHA, où il faut mettre les feux rouges là, et les feux verts, tu sais? Donc du coup, le temps d'aller chercher quelqu'un qui peut t'aider à remplir ce truc-là, les places, il n'y en a plus. Voilà, tout bête, tout bête. Il y a des bons élèves quand même, Airbnb par exemple. Franchement, on peut applaudir Airbnb. Bravo Ryan. Merci. Airbnb, mais trop bien. Ils vendent, vraiment, le truc est hyper accessible. Je pense que ça fait partie de l'ADN après, des patrons, des responsables. J'avais encore un mail d'Airbnb tout à l'heure. Carrément, l'image dans le mail, il y avait carrément une description, quoi. Genre, nous voyons une famille composée de 3 personnes qui regardent derrière la fenêtre un coucher de soleil. Trop bien. C'est mieux que lien image. Oui, c'est sûr que c'est quand même plus intéressant. Donc moi, je propose, et on en discute, de pourquoi pas faire une sorte de label, voilà, qui n'est pas forcément, qui respecte pas forcément les règles de l'État, qui sont compliquées en termes de loi d'accessibilité, mais qui va pouvoir, avec ce label, dire, tiens, utilisateur aveugle, ce site, il est complètement accessible pour toi. Voilà, un petit label Lucas en live, pourquoi pas. Ça peut être un projet, je pense qu'on peut s'en servir. En tout cas, pensez au CAPTCHA. Il y a d'autres méthodes que ce truc-là qui en plus est complètement inutile et qui nous pourrit la vie. Pensez aux boutons, à bien les labelliser aussi. Pensez aux alternatives textuelles, je vous disais. À étiqueter vos formulaires, c'est important aussi. Voilà, le contraste des couleurs. Testez, le mieux c'est de tester. Testez oui avec un lecteur d'écran, bien sûr. Servez-vous de ce que les géants de la tech aussi ont prévu, parce que c'est plutôt bien foutu. Mais surtout, voilà, demandez-nous, avec plaisir. Franchement, s'il faut tester une appli et tout, non, je le fais pas gratos, mais je le fais. Pas de problème, pas de souci, donc n'hésitez pas. Et puis, vous ne serez pas pire que l'administration française de toute façon. Je donne un exemple, c'est pour ça qu'on aime la France aussi. L'AGFIP, c'est un service public qui concentre un petit peu toutes les aides que peuvent demander les personnes handicapées, ça t'aide à t'insérer dans le milieu du travail, etc. Donc un site, l'AGFIP, qui devrait être quand même hyper accessible, on est d'accord? Et pourtant, l'autre fois, j'ai essayé de les contacter pour faire une vidéo avec eux. J'ai pas pu aller au bout du formulaire de contact. Pourquoi? Parce qu'il y avait un CAPTCHA. Trop fort. Bravo la GFIP. Bravo la GFIP. Bravo. Excellent. Donc c'est incroyable quand même de se dire, on est en 2025, que même les sites de l'administration ne sont pas pensés pour être accessibles. Et pourtant, la loi, elle date du 11 février 2005. C'est une loi qui devait tout changer. L'article 47. Plus précisément, qui impose que tous les sites doivent être accessibles.
On en est très très loin. Pourtant, il y a des règles, il y a un manuel technique, il y a quand même des choses qui sont pensées, qui sont imaginées, mais non, à chaque fois que je vais sur des sites pas accessibles, j'ai comme l'impression qu'on me fait un gros doigt d'honneur. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et du coup, je pense que c'est aussi valable pour le secteur privé. Faisons tous un effort et on y arrivera. Je pense que c'est très important aussi. Il y a des amendes et tout qui sont prévues, mais c'est pas respecté évidemment, puisque l'État respecte lui-même pas ses propres règles. C'est normal. Loi de 2005 d'ailleurs qui devait au passage rendre le pays entièrement accessible. 20 ans après, le handicap reste le premier motif de discrimination en France. Et même la moitié des établissements recevant du public n'est pas accessible. Compliqué, hein. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une fonction bêta nationale de l'accessibilité. Tu vois, on n'a même pas fait la première mise à jour, quoi. C'est un truc de fou, quand même. Donc je pense qu'il faut s'y mettre. On parlait de contraintes, on parlait de transformer ces contraintes en réussite. Pourquoi Singapour y arrive? Pourquoi Sydney? Pourquoi Londres? Et pourquoi pas la France? La France. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas pionnier là-dessus? Pionnier, franchement, ça serait énorme. Ça serait quand même énorme. Dans les pays que je vous ai cités, les transports publics, ça parle partout. La bande tactile, voilà, pour les personnes. Il y a des annonces sonores. On peut identifier les commerces. Il y a même un dispositif de feu sonore également qui fonctionne. On a un petit peu ça dans le pays, mais c'est tellement pas partout que ça fonctionne carrément ville par ville en fonction des maires, des collectivités. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs où j'ai testé ce que ça donne un feu sonore pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Eh oui, il faut courir, Arnaud. Salut, je m'appelle Lucas, je suis aveugle et j'ai un super pouvoir. Je suis capable d'ambiancer les villes. J'ai en main la téléco d'Okinea, un outil extraordinaire pour faire sonner notamment les feux de la ville et pour pouvoir traverser correctement. On reprend du début. Imagine traverser les yeux fermés. Moi c'est mon quotidien tous les jours. Et quand t'es aveugle, tu sais jamais si le feu est rouge, vert. Tu dois écouter, faire attention. Et souvent t'as peur et t'attends longtemps. Très 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 longtemps. Et avant que je découvre la téléco d'Okinea, je devais attendre mon sauveur. Vous pouvez traverser. Hein. Ah oui. Ah oui, mais il est tout à fait vert. D'accord. Pas de souci, prenez pas de risque. Ah je traverse alors. Allez-y. Merci. Hein. Merci. Une pression donc sur le boîtier suffit pour savoir si le feu est rouge. Rouge piéton. Rouge piéton. Et sinon il y a le petit son, ce petit bruit là, qui te dit que le feu est vert et en fait ça se synchronise avec tous les feux qui sont aux alentours, ce qui permet aussi de faire une traversée plus ou moins droite. Voilà, donc ça c'est un exemple concret de ce qui nous facilite la vie. Et encore, ça c'est un boîtier qui est équipé au feu sonore, donc c'est même pas quelque chose qui utilise les nouvelles technologies. Et autant vous dire qu'avec l'essor de l'intelligence artificielle, la fameuse, on y vient. Je pense qu'il y a tellement de choses qui sont possibles, qui sont à inventer. Et je pense que peut-être là dans vos cerveaux de geeks, c'est en train de fourmiller d'idées. J'en suis certain. Faut pas hésiter à demander si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Franchement, il y a des trucs qu'on peut mettre en musique, mais totalement. C'est sûr. Une intelligence artificielle, aujourd'hui, je parle pour les intelligences textuelles qu'on utilise nous en tant que grand public, si je lui dis dans mon prompt que je suis non-voyant, elle va normalement essayer de s'adapter un petit peu. Elle va mieux décrire ce qui m'entoure. Voilà, elle va prendre un petit peu en compte ça. J'adore par exemple demander à ChatGPT une recette de cuisine. Et comme il sait que je vois pas, il va me dire exactement en détail comment couper tel ou tel légume et tout. Franchement, c'est génial. Ça, c'est vraiment, je trouve, un truc qui, moi, en tant que personne aveugle, me change quand même la vie. Bon, après, ChatGPT hallucine, paraît-il, des fois. Et donc l'autre jour, je lui ai demandé de m'aider à régler un micro que j'avais acheté. Et il m'a dit, oui, bien sûr, je vais t'aider en plus, comme t'es non-voyant, il n'y a pas de souci. Donc tu sais que le micro est allumé si la LED rouge est fixe. Ok, merci ChatGPT, super. Donc ça c'est quand même dingue. Mais encore une fois, ces outils-là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas forcément que je vais pouvoir retrouver la vue, mais je pense que ça va m'aider à encore plus pallier à cet handicap qui est une contrainte. Voilà. Et c'est grâce à des gens qui partent d'une contrainte qu'on arrive à une réussite collective. Il y a une appli de Microsoft qui s'appelle Sing AI, intelligence artificielle du coup, qui permet de pointer la caméra vers un texte et ça va décrire directement le document qu'on est en train de pointer. Par exemple les courriers, parce qu'il y a encore des gens qui envoient des courriers en papier et à chaque fois c'est une galère. Du coup moi ce que je fais c'est que je ne les lis pas, au moins si c'est les impôts je suis tranquille. Et sachez que ça c'est un développeur aveugle chez Microsoft qui a créé ça, c'est fort. Là il y a une boîte suisse qui m'a contacté qui s'appelle Sunir et eux ils sont en train d'imaginer une paire de lunettes à base d'intelligence artificielle, etc. Un peu comme des
les lunettes de métal, les Ray-Ban, sauf que là c'est une paire de lunettes qui va respecter un peu la protection des données et qui permet de plus avoir son téléphone quand on est dans la rue pour se déplacer. Tout sera dit dans les branches des lunettes, c'est connecté au GPS, etc. Donc c'est génial. Tout est dans les branches. On peut passer des appels, on peut lui demander ce qu'il y a autour de nous et tout. Et ça c'est top. Parce que ouais, en sortant le téléphone quand tu es une personne aveugle, à tout moment on peut te le chipper. Moi ça m'est déjà arrivé à un arrêt de bus. Voilà, le mec est parti avec mon iPhone. Bon, faut pas avoir de race pour faire ça, on est d'accord. Mais malheureusement, ça arrive. Voilà. Il y a beaucoup de startups qui bossent donc sur vraiment ces choses-là, qui sont hyper intéressantes selon moi. On peut citer aussi Orion, qui est une start-up lyonnaise. Ouais, il y a des Français qui font des trucs qui permettent de cartographier carrément des lieux. Ils vont dans des restos, des hôtels, ils cartographient intégralement l'endroit. Et du coup, c'est énorme parce que quand tu arrives, tu mets l'appli et ça te dit, je sais pas moi, juste en face de toi, il y a une table avec des chaises, tu peux t'installer. Dans cet hôtel-là, tu es au 3e étage, la chambre 338 se trouve à droite, à quelques mètres. Ça, c'est génial. Alors évidemment, on peut dire, oui, mais il y a l'humain. Tu n'as qu'à demander à une personne de l'hôtel de t'accompagner à ta chambre. C'est vrai. Mais une appli sera toujours fiable et ouverte d'esprit, contrairement aux gens parfois que tu peux croiser. Autant en faire plus que pas assez. Hein. Et puis là, je voulais vous montrer un objet incroyable que j'ai testé, qui est suisse, qui s'appelle NOAA. NOAA comme navigation, le O, je ne sais plus ce que ça veut dire, le A c'est assistance. Bref, en tout cas, c'est un harnais que tu mets sur tes épaules comme ça. Et ce harnais, il y a des caméras, ils ont bossé avec Honda. Un peu comme en fait on est une Tesla aveugle quoi. Sauf que là c'est vraiment pour le piéton aveugle et les caméras tu peux demander ce qu'elle voit autour d'elle. Il te dit attention il y a une pharmacie pas loin, etc. etc. Et je vous montre juste un petit extrait de ce que ça a donné. Je suis rentré dans une pâtisserie avec et écoutez la description c'est complètement ouf quoi. Vous êtes dans une boulangerie. À votre gauche, il y a un comptoir avec une personne derrière. Devant vous, il y a une personne et un mur avec des étagères. Avancez prudemment. Vous pouvez continuer les commandes. Hein. C'est génial, c'est bien. Ouais, ça remplace les yeux, c'est bien. Ça dit tout, il peut tout imaginer avec ça. C'est très bien. Avec la canne, on peut pas savoir. Là, je pense que ça lui donne une description de la pièce, c'est nickel. En plus, vous n'avez pas entendu, mais la voix a dit que vous deviez me payer une pâtisserie. Mais elle m'a pas dit que j'étais belle alors. Voilà, donc ça c'est quand même énorme comme idée. C'est un Suisse qui a créé ça. C'était un gars de la tech, hein, un développeur. En fait, une fois, il a croisé un aveugle dans la rue qui avait du mal à traverser et tout. Il s'est dit mais qu'est-ce que je peux créer pour lui faciliter la vie, pour lui simplifier la tâche. Et il est parti sur cet objet. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'il est un peu volumineux, que tu mets sur tes épaules, c'est un peu lourd et tout. Mais je me dis dans 5 ans. Même pas, peut-être même avant, ça sera beaucoup plus léger et ça va me donner des informations essentielles à mes déplacements. Peut-être au mètre près, je saurai où traverser, quelle est la porte d'entrée pour entrer dans tel magasin, etc. Ça me dira où aller dans quel rayon, comment je pourrais faire mes courses tout seul et tout. Enfin, il y a tellement de choses qui vont être possibles et c'est là où je trouve que vraiment l'intelligence artificielle, pour le coup, on peut la critiquer sur plein d'aspects, mais là, quand elle est utilisée comme ça à bon escient, franchement, je ne sais pas si ça vous bluffe un peu, mais je trouve ça incroyable, quoi. Voilà. Il faut penser aussi que tout ce que vous allez créer pour les personnes handicapées, ça va servir à tout le monde. Je prends par exemple une carte de restaurant, vous allez mettre en version numérique sur sur un site internet. Déjà, la mettez pas sous forme d'image, la carte, hein, bien du texte, évidemment. Ça ne sert pas qu'aux personnes aveugles qui sont à table et qui vont pouvoir lire la carte. Ça sert aux touristes qui vont pouvoir la traduire dans plein de langues. Voilà, ça sert aux familles qui veulent peut-être se renseigner avant sur ce qu'il y a à manger ou pas. Je parle beaucoup de bouffe, j'ai l'impression, dans cette conférence. Peut-être un peu faim. Bref, le mieux, c'est vraiment de penser accessibilité avant tout. Ça me paraît très, 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 très important. Et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Vraiment. Je vais terminer avec un dernier petit exo. Oui, on va faire un exercice. Et après, vous serez libre, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, si vous en avez, m'applaudir un quart d'heure si ça vous fait plaisir, ou tout simplement partir, parce que vous n'avez pas aimé ce moment. Et je vous en voudrais pas non plus. Lucas, ils sont déjà tous partis. Ouais, mince. Je parle tout seul depuis tout à l'heure. Depuis 5 bonnes minutes, je pense. Ouais. Ok. Vas-y, continue. Je vais quand même continuer du coup, mais t'es là Arnaud, c'est déjà ça. Merci. Je vais demander pour ceux qui restent, du coup, de fermer les yeux. Faites-le, vraiment, jouez le jeu. Fermez les yeux. Et je vais vous demander de penser fort à un mur. Est-ce que vous visualisez là dans votre tête ce mur? Vous l'avez ou pas? Il n'y a vraiment plus personne. Hein.
Vous n'avez pas menti. Oui, vous le voyez ce mur ou pas? Ah bah dis donc. Parfait. Un mur vraiment imposant. Hein. Tu vois, le truc infranchissable, quoi. Il est vraiment immense, il est imposant. Il vous bloque la route. Vous ne pouvez pas passer. Vous êtes là, devant ce mur, à vous dire, mais bon sang, il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière ce mur? Il vous prive de la vue. Vous ne voyez pas ce qu'il y a devant vous puisqu'il y a ce mur. Alors du coup, vous allez utiliser vos autres sens. Et vous allez tendre l'oreille pour écouter. Et derrière ce mur, vous allez entendre. Entendre une musique que vous adorez en ce moment. Entendre des rires qui vous paraissent familiers. Entendre un enfant qui joue, qui rigole. Ça vous rappellera peut-être votre innocence du passé. Alors vous allez faire quoi maintenant? Vous allez perdre votre temps devant ce mur? Vous allez laisser votre vie défiler en ayant l'impression qu'elle s'évapore, là, sous vos yeux? Et si ce mur, que vous pensiez infranchissable, il vous suffisait de le contourner, tout simplement, défoncer les pare-feux, hacker votre propre système, visualiser la masse, le marteau, l'élément qui va vous permettre de pouvoir exploser ce mur en 1000 morceaux. Votre contrainte, c'est le mot que j'utilise depuis le début de cette conférence, c'est ce mur qui vous bloque. Alors vous allez trouver ce matériau qui va vous permettre de construire votre propre chemin, votre propre tracé. Et sur ce chemin, il y aura vous, il y aura moi, et je pense qu'on peut arriver ensemble à avancer main dans la main. Et la question que j'ai envie de vous poser pour terminer cette conférence, c'est qu'allez-vous être capable de transformer? Ce mur dont je parle, c'est bien sûr le mur réel, vous l'avez visualisé. Pour moi, c'est quand je suis dans la rue, un camion qui est mal garé, des barrières de chantier, etc. Mais c'est aussi un mur virtuel qu'on a tous. Je sais pas moi, le manque d'argent, le manque de temps, la fatigue, la peur du jugement, la sensation de ne pas être à la hauteur parfois, ni d'être légitime. Bah oui, c'est sûr que c'est pas facile, mais je pense qu'on peut faire des choses extraordinaires avec des matériaux très imparfaits. Et ce soir, en tout cas ceux qui restent, je vous ai trouvé parfait, donc vous y arriverez. C'est fini. Merci beaucoup, Lucas. Alors Arnaud va passer avec le chapeau. Exactement. Donc n'hésitez pas à laisser vos petits billets. On a dit qu'on avait un sum-up pour ceux qui ont peu la carte. Oui. On peut préciser que c'était ta première conférence? Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Bah dis donc, ça leur fait un effet. Ouais, c'était une première, c'était un défi plutôt énorme que m'a proposé Arnaud, puisqu'on est en contact pour parler d'accessibilité numérique avec lui, et je trouvais ça intéressant de relier un peu ce que je fais moi sur les réseaux avec ces thématiques-là qui, mine de rien, font partie de mon quotidien. Sans en être un expert, je peux en tout cas peut-être apporter une expertise, et donc c'était intéressant comme ça de préparer une conférence, et j'ai hâte d'avoir vos retours pour savoir si dans 4 ans, du coup, je fais le Stade de France ou pas. Je sais pas. Je me tâte encore. Alors, je pense que tu peux. On prend des questions? Allez, les timides. Je crois qu'il y a des stickers à gagner pour... et des bonbons. Stickers qui ne sont pas en relief. Désolé, Lucas. Tu peux quand même les coller sur ton frigo. T'as un frigo? Oui, j'ai un frigo. Voilà. J'ai un frigo, bien sûr. Mais vu que tu manges. Et pour tous ceux qui posent la question, une question ce soir, il y a maman qui vous paye une coupe de champagne à la sortie. Et attends, on peut peut-être profiter rapidement de savoir s'il y a des gens qui vont à la foire. N'hésitez pas à inviter Lucas. Il aimerait bien y aller avec une 50aine de personnes. C'est important, c'est important. Bien sûr. On a une question, vas-y. Une question un peu bateau comme ça. Du coup, pour vous déplacer dans la rue, est-ce que vous avez essayé des méthodes électroniques du coup plutôt qu'avec une canne, ou est-ce la canne, ça c'est remplaçable? Est-ce que par exemple Sonar Vision, ça te parle ou pas? Alors, bon, déjà, il n'y a pas de question bateau ou bête et tout, parce qu'à chaque fois qu'on me pose des questions, par contre, ma question, elle va te paraître bête, mais non, en fait, toutes les questions sont hyper pertinentes. Alors oui, effectivement, avec tout ce qui existe, et puis je l'ai montré là tout à l'heure avec notamment Biped, Noah, etc., est en train de se réfléchir des choses pour peut-être se déplacer sans avoir aucune aide, c'est-à-dire pas d'assistance d'une canne blanche, d'un chien guide ou d'autres éléments de la canne électronique, etc.
Mais en réalité, pour l'instant, on ne peut pas s'en passer. Moi, je me déplace avec une canne dans la rue parce que c'est le moyen le plus fiable, effectivement, de savoir s'il n'y a pas un obstacle, genre un poteau ou un truc qui peut te faire mal. Tu sais, les petits poteaux là, qui sont très bas sur les trottoirs, qui arrivent au très mauvais endroit si tu te le prends. Tu vois, bah voilà, celui-là, je ne peux pas l'éviter pour l'instant. Par contre, ce qui est génial avec ces nouveaux outils, c'est qu'il y a vraiment ce côté binaural. Et donc en fait, le casque que j'ai essayé hier, par exemple, tu vas avoir une sonorité différente en fonction de s'il y a un obstacle qui est au sol. Par exemple, je sais pas, imagine il y a un chien qui est couché au sol, la canne elle va le sentir, mais tu sais pas trop ce que c'est, là ça pourra te le dire. Par contre, si tu as un panneau qui est à hauteur de tête ou une branche d'arbre, et ben ça la canne elle peut pas le savoir, puisque la canne elle se balaye à terre. Donc là, du coup, ces dispositifs-là vont permettre de pallier à ça. Donc pour l'instant, oui, on reste sur des moyens de se déplacer qui sont assez communs, mais qui sait dans quelques années comment ça va se passer. Ouais. On a une autre question un peu sur ta droite là-bas. Vas-y. Oui. Vas-y. Alors justement, je vais continuer sur ce sujet-là du déplacement en ville. J'ai vu passer le retour haptique. Alors peut-être que ça te parlera aussi. Ça peut être des vibrations ou des choses comme ça, si y a une caméra aussi qui arrive à voir ton environnement. Est-ce que tu préférerais justement avoir ce genre de choses ou une voix, ça te dérange pas en public justement d'avoir un petit micro, une petite enceinte ou des choses comme ça? Alors là, ce qu'il faut se dire, c'est que dans la vidéo que tu as vue, on a fait exprès de mettre à fond dans la boulangerie pour que ça interroge les gens, bien sûr. Mais dans l'idée, là, c'est que c'était un casque à conduction osseuse. Donc en fait, il n'y a que moi, ou comme dans les lunettes audio, etc., il n'y a que la personne qui la porte qui entend les détails. Ça, c'est important de dire. Par contre, oui, c'est vrai que ça peut être un peu l'inconvénient. Attention à ce qu'il n'y ait pas trop de son partout tout le temps, plus une voix qui te parle, etc. Parce que ça peut être lourd au niveau cérébral. Donc oui, le retour haptique, je trouve qu'il est intéressant. Je trouve il est super bien fait, par exemple sur les smartphones et aujourd'hui le retour haptique. Donc pourquoi pas, effectivement, quand on s'approche trop près d'un trottoir ou d'un obstacle, que ça fasse un ressenti au toucher, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Super. Et j'ai une deuxième petite question. Pour la description sur des sites web, est-ce que tu sais ce qu'il y a à décrire? Est-ce qu'il faut qu'on décrive juste les images ou est-ce qu'il va y avoir d'autres choses comme la position des boutons, justement parce qu'on a vu tout à l'heure l'exemple avec EasyJet. Est-ce que la position des boutons serait aussi à indiquer sur ce genre d'application mobile? Pas forcément. Je dirais que si ton bouton il est vraiment labellisé, il n'y a pas besoin de dire la position du bouton. Il faut vraiment que le bouton, il ait pour moi en tout cas, un intérêt, je dirais. Que je comprenne, que ce ne se dise pas juste bouton, quoi. C'est juste à ça qu'il faut penser. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ces réponses. Plaisir. Alors Lucas, on a une autre question au premier rang, tu sais, où il y a les places PMR là. Ah oui. Je te passe Maxime. Merci pour la conf. Je serais curieux de savoir si il existe ou si tu as déjà joué à des jeux vidéo. C'est ma question. Question qu'on m'a beaucoup posée. Parce que je n'en connais pas personnellement. J'ai fait une vidéo, vous irez voir sur les réseaux. En plus, il y a le QR code. Vous pouvez scanner le QR code, il y a mon Instagram. N'hésitez pas. J'ai fait une vidéo pour répondre à cette question-là où en fait, je faisais semblant de jouer à Mario Kart. Voilà, donc les gens ont dit waouh, comment il fait? En fait, c'est juste du trucage. Mais la vérité, c'est que oui, il y a des jeux vidéo accessibles qui existent. En fait, il y a deux catégories de jeux vidéo finalement. Il y a soit les jeux vidéo qui sont pensés pour des personnes aveugles, c'est-à-dire que l'écran, il n'y a même pas d'image, ça va être noir et en fait, c'est uniquement au son. J'en ai joué à pas mal, c'est trop cool. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir, par exemple, à faire un jeu où je dois défoncer des zombies et tout ça. Juste avec le son, c'est trop bien. Il y a vraiment des gens qui ont fait un jeu complet, des Français en plus. Une quête un peu médiévale et tout ça, ça s'appelait A Blind Legend, pareil, c'était énorme. Et t'avais genre 6 heures de jeu, en plus ils avaient fait ça bien. Fallait aller sauver une princesse et tout. Et puis t'as des jeux vidéo, maintenant des développeurs qui commencent à se dire comment est-ce qu'on inclut, et c'est ça que j'aime bien aussi cette idée, comment est-ce qu'on inclut dans un projet le côté que tout le monde puisse y jouer. Et il y a par exemple The Last of Us pour les gamers, il est complètement accessible pour les personnes aveugles. Donc tu actives un mode et en fait ils ont tout pensé pour que tu aies l'audio description, pour que tu aies des sonorités, etc. Alors c'est très technique pour y jouer, franchement il faut quand même être costaud, mais c'est faisable et ils ont pensé à inclure ça dans un jeu que tout le monde achète. C'est ça que j'aime, comme par exemple quand tu vas au ciné, pour rester un peu dans ce côté artistique on va dire, tu vas au ciné, maintenant tu as une appli qui te permet d'avoir l'audio description qui se synchronise avec le film dans la salle, donc tu peux aller voir
un film avec ta famille, avec tes proches, sans forcément, je sais pas, qu'il y ait une séance exprès pour les aveugles. Waouh, super, tu vois. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté, on essaye d'inclure. Et oui, moi je dis qu'il faudrait que tous les jeux vidéo, en tout cas un maximum, soient accessibles, parce qu'en vrai, même si je vois pas, c'est trop cool de pouvoir jouer soi-même. Quand j'étais petit, j'aimais tellement ça, et comme je pouvais pas y jouer, en fait, je restais à côté d'amis et tout ça, et ils jouaient, et moi j'adorais ressentir les sensations de eux qui avaient la manette, quoi. Mais du coup, tu étais un peu frustré de dire je serais peut-être mieux arrivé que toi, si ça se trouve. Alors Lucas, si je peux prolonger la question sur les jeux vidéo, est-ce que tu connais des jeux où on peut jouer en réseau avec des gens qui voient l'écran, qui jouent et tout ça, et toi, tu aurais un rôle différent où tu aurais, grâce à un son, tu pourrais coopérer, leur parler. Enfin, ça existe des choses comme ça où ça mélange en réseau des voyants, des non-voyants? Honnêtement, j'en connais pas en ligne. Non, j'en connais pas, parce que le seul truc en ligne qui a été un peu pensé accessible, c'est vraiment une plateforme de jeu, mais les jeux de vieux, tu vois, genre le Scrabble, le Freecell, les trucs comme ça. Mais non, une vraie plateforme comme ça, effectivement, un jeu un peu d'aventure, quoi. En ligne où t'aurais un rôle, où j'aurais un rôle précis pour aider une équipe et tout, c'est une trop bonne idée. Faut créer ça, j'adore. Bon, ça sera sur YouTube, partagez ça à des studios de jeux. On a encore une question, encore sur ta droite, tout au loin, regarde au loin à droite. Les gens à droite sont plus intéressants que les gens de gauche. Hein. Enfin, c'est pas ce que vous croyez. Malheureux. Merci. Oui, bonjour. C'était pour savoir, tout à l'heure tu parlais qu'il faudrait créer un label Lucas, par exemple, pour un site accessible. C'est un peu prétentieux. Est-ce qu'il y a des normes aujourd'hui, même qui ne seraient pas appliquées, qu'il faudrait respecter pour les personnes qui voudraient développer des applications, par exemple? Je peux faire une réponse de Normand. C'est drôle, on est à Rouen. La meilleure des normes, pour moi, c'est le bon sens. C'est vraiment le bon sens. C'est-à-dire que des fois, à force d'avoir trop de lois ou d'essayer de faire trop bien, en fait, on s'y perd. Donc, pour moi, vraiment, c'est le bon sens, et c'est de faire tester les choses. Je pense que c'est ça qui est vraiment fondamental, parce que il y a des fois vous allez avoir des hésitations de ne pas savoir comment faire. Même moi en testant, ça se trouve, vous aurez une meilleure idée que moi, etc. Je pense que voilà, la meilleure des choses, que ce soit sur le codage comme dans la vraie vie, c'est vraiment le bon sens. Tu as quelqu'un en fauteuil qui arrive devant, je sais pas, une boutique par exemple. Il arrive devant une boutique et il y a une grosse marche pour monter dans la boutique. Ça coûterait au mec 50 000 € pour faire abaisser cette marche. Il n'a pas ces 50 000 €. Bon, on va pas aller lui mettre une amende. Le gars, il voit passer quelques personnes en fauteuil, et c'est pas grave, il se débrouille, il aide à rentrer la personne, il fait ça, et ça s'appelle juste le bon sens. Et je pense qu'on peut du coup arriver à faire pareil sur tout ce qui est les interfaces web, en fait. Alors pour compléter, effectivement, il y a des réglementations. Oui. Tu disais tout à l'heure les sites, les administrations françaises, tout ça. Il y a aussi toutes les grandes entreprises qui ont l'obligation, qui rentrent dans la même réglementation. Et tu parlais tout à l'heure de sites de réservation. Selon l'activité, ils ont aussi l'obligation maintenant. Donc c'est vraiment très large en termes de conformité, mais ça ne rend pas forcément les sites accessibles. Et Lucas, toi, tu sais si le site est accessible, si ça marche ou pas pour toi. On a une question au centre cette fois-ci. Vas-y, Doralie. Ouais, au centre, et enfin une voix féminine. Enfin, oui, ça manquait. Alors déjà, merci beaucoup Lucas, c'était très appréciable, j'ai vraiment beaucoup, j'ai bu tes paroles, donc merci. C'est gentil. Moi j'ai une question assez spécifique sur les ados, parce qu'en fait je me pose la question là de me dire, quand on pense accessibilité, peut-être qu'on va plutôt se focaliser sur des usages d'adultes, et est-ce qu'il y a des groupes, des associations dédiées aux ados et au numérique, quelque chose qui fasse ressortir les usages des ados, parce que je me dis aujourd'hui un ado aveugle, il est assez paumé, et est-ce que quelqu'un écoute ses besoins? Voilà. Ou est-ce qu'on se concentre que sur les besoins des adultes? C'est une très bonne question. C'est vrai que effectivement, dès l'enfance, en fait, si t'es pas bien entouré, si t'as pas une famille, vraiment l'entourage il est énorme. Tu peux vite te retrouver seul, et seul aussi bien dans la vie de tous les jours que effectivement derrière les écrans. Parce qu'aujourd'hui, un ado, il utilise quoi comme appli? Il est sur Snap, par exemple, on va dire, en termes de réseau social. Être sur Snap, Snap, c'est pas une appli accessible. Hein. Donc, c'est-à-dire que l'ado qui va arriver à l'école, t'as vu sur Snap, machin, lui, il va dire, non, je peux pas l'utiliser, c'est pas possible. Donc, effectivement, tout ce côté, oui, pour les adolescents, autant on sait faire, on sait rendre accessible ce qui se passe à l'école, on sait rendre accessible des livres en braille, l'accès à la culture, etc. On va dire
ce qui est évidemment essentiel, mais je vais dire un peu vieux jeu, on a compris ce que je voulais dire là-dessus. Tout ce qui est effectivement le rapport au numérique pour les ados, oui, je ne connais pas forcément d'association. Il y en a évidemment, il y a des services qui vont pouvoir aider, mais vraiment un regroupement ou même pour les développeurs et tout, une façon de penser spécifiquement pour les enfants, honnêtement, il y a quelque chose à creuser, je pense. Merci Doralie. Lucas, on a une autre question tout au fond, au centre. Au fond, au centre. Ouais. Attention. Merci Lucas pour la présentation. Alors, ma question, la présentation, elle s'orientait beaucoup sur la partie numérique. Tu nous as quand même présenté des périphériques que tu utilises dans ton quotidien pour te déplacer, pour interagir avec ton environnement. Et je me demandais en fait si aujourd'hui, les périphériques qu'on utilise principalement pour travailler avec un ordinateur, par exemple, sont adaptés pour ton handicap, ou est-ce que, par exemple, tu as des claviers qui sont par exemple en braille ou ce genre de choses. Tu nous avais présenté en fait une console pour ton travail de journaliste. Ouais. Et est-ce qu'il y a une adaptation au niveau de ces périphériques, ou est-ce que c'est un clavier normal en fait? Alors là, avec quoi j'ai lu ma conférence aujourd'hui, c'est un ordi qui est spécifique, qui est en braille. Donc tu as les touches en braille, tu as l'écran où je lis avec les doigts. Donc ça, oui, on va dire que c'est vraiment un matériel qui est spécifique pour les personnes aveugles. Et il faut savoir que il y a un petit peu un business de ce côté-là, puisque c'est un peu la niche. Donc du coup, on se dit, tiens, on va faire des trucs hyper chers. Et donc ces trucs-là, ça coûte genre 8-9 000 euros, quoi. Voilà, on n'est pas sur du PC Toshiba. Ça n'existe plus, Toshiba, je sais pas. Bref, on n'est pas sur voilà, on est sur du gros truc. Mais sinon, non, au quotidien, et c'est tant mieux, j'utilise les mêmes outils que vous tous. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je suis tellement un pro, par exemple, de l'iPhone aujourd'hui que y a des gens qui me demandent de leur faire les réglages, quoi, sans problème. Voilà, donc j'utilise les mêmes outils que tout le monde, c'est-à-dire smartphone. C'est accessible, on peut gérer sans voir un écran tactile, etc. J'utilise un PC portable, pareil. J'ai appris en fait le clavier, je tape hyper vite. Voilà, j'ai appris les emplacements du clavier et tout. Et en fait, le seul truc qui va varier par rapport à vous, c'est que moi, comme j'ai pas les images à l'écran, j'ai tout ça en retour sonore. Sur mon smartphone, j'ai une voix qui parle. Sur l'ordinateur, j'ai une voix qui parle. J'ai du son tout le temps dans la tête, en fait. Donc ça, des fois, t'en peux plus. Mais qu'est-ce que c'est pratique? Donc non, en termes d'usage, en termes de produits que j'utilise, moi j'utilise vraiment des produits grand public, à part cette tablette en braille, voilà, mais sinon le reste, tout est grand public, ouais. Est-ce que tu peux nous montrer justement, tu n'as pas fait cette conférence de tête? Oui. Tu as tes notes, je suis à côté de toi. Tiens. Voilà, je pense que les gens voient en fait. Ouais, donc ça, c'est ce que tu avez de la chance. Tablette, c'est ça? Oui. Il n'y a juste pas d'écran. Il n'y a juste pas d'écran. Il y a un petit retour LCD, mais. Tu as un retour. Ouais. Il y a des petits points. Il y a des petits points. Qui remontent, des petits pitons qui remontent. Exactement. Je te la rends. En fait, le braille, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire, c'est des colonnes de points. En gros, 6 points. Le braille, c'est 6 points, c'est-à-dire 3 à gauche, 3 à droite. Ça fait un peu comme un rectangle. Ouais, un rectangle. Donc avec 6 points. Et en fait, avec ces 6 points, on peut faire toutes les lettres et tous les chiffres. Voilà, donc c'est des combinaisons en fait. Si par exemple je fais le point 3, 4 et je sais même plus écrire, ok. Par exemple 1, 2, 3, 6, ça fait le V, voilà par exemple. 3, 4, 6, ça fait le M, voilà. C'est une sorte de combinaison le braille en fait. Alors nous Lucas, on est un peu plus fort, on fait tout avec des 1 et des 0. Oui, je sais. C'est encore un peu plus balèze. Je sais. Je prolonge juste la question parce que tu m'as aussi parlé des applications, enfin du tout tactile. Ouais. Tu peux nous faire juste un petit retour entre une autre question. Le tactile, t'en penses quoi? Le tactile? Ouais. Moi je trouve que c'est bien. Et le tactile, alors, en fait, dans les voitures, sur les bornes, c'est ça dépend. Je trouve que c'est bien, quand c'est bien pensé. L'iPhone, je parle d'iPhone parce que c'est vraiment ce que j'utilise et qui est pour moi Apple pour le coup. Ok, ça coûte un SMIC le téléphone, mais par contre c'est juste incroyable. Ça a été pensé par des personnes aveugles. Ils ont vraiment l'accessibilité, ça fait partie de leur ADN et ça, heureusement qu'il y a des entreprises comme ça. Donc ça c'est énorme. Et donc eux ils ont super bien géré le tactile parce que c'est quand même couillu de se dire les personnes aveugles vous pourrez utiliser un truc 100% tactile. Ça c'est dingue. Mais par contre oui, effectivement le tactile peut pourrir la vie. Les interfaces tactiles dans les voitures bien sûr. Je peux pas changer la radio aujourd'hui, je peux pas mettre le chauffage, voilà. Alors je peux pas conduire certes, mais quand même j'aimerais pouvoir gérer les autres éléments de la voiture. Maintenant,
Les terminaux de paiement, je ne sais pas si vous en avez déjà croisé, ça arrive en France, là, ils sont tout tactiles. Donc en fait, pour payer, tu es obligé de donner ton code à la personne. Ou alors tu fais Apple Pay, quoi. Mais c'est encore un frein. Et un autre truc, par exemple les consoles de radio, là que je vous montrais tout à l'heure dans la vidéo, il n'y avait pas beaucoup d'adaptations qu'on a faites parce que c'était une console un peu à l'ancienne, il y avait des boutons partout, etc. Maintenant, vous rentrez dans un studio de radio, c'est tactile partout. Aussi bien les écrans que les consoles et tout. Donc en fait, mine de rien, avec les avancées de la technologie, on est exclu. C'est ballot, alors que ça pourrait tellement rassembler et tellement être novateur. Mais non, on pense pas à ça. On se dit bon, ils vont pas nous saouler, ils sont 5, ça va aller. Alors que je vous ai donné les chiffres, on est 2 millions. Voilà. On a une question à droite. Vas-y. Je parle pas bien français, peut-être j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a CAPTCHA que vous pouvez passer en autonome pour les aveugles? Est-ce qu'il peut passer les CAPTCHA? Est-ce qu'il y a CAPTCHA pour les aveugles? Ah, accessible. Oui, alors oui. Et, alors c'est très drôle ça, j'aurais pu vous montrer aussi un exemple. Donc il y a un CAPTCHA que je trouve parfois sur des sites qui est très bien, enfin qui est bien fait en tout cas. C'est un truc, ça te pose une question, genre combien fait 1 plus 1? Et donc dans le champ, dans le formulaire, tu écris 2. Voilà, ça c'est accessible. Donc ça c'est top. Quand c'est du textuel, c'est accessible. Par contre, il y a un truc qui est génial, et vous testerez. Les CAPTCHA visuels, vous avez un petit bouton où vous pouvez mettre de l'audio. Ils se sont dit, tiens, on va faire accessible pour les gens qui ne voient pas, mettre de l'audio. Donc vous appuyez sur l'audio. Et là, franchement, essayez. Vous essayerez de déchiffrer ce qui est dit dans l'audio. C'est impossible. Alors déjà, il y a du bruit de fond derrière. Je pense que c'est pour pas que les IA chopent le truc, peut-être. Donc il y a des bruits de fond, et en plus, les lettres, ou ce que ça te dit, tu sais même pas dans quelle langue c'est. C'est un bazar, mais... Donc voilà, là, c'est encore une fois, on a fait la chose, mais en fait, quand tu approfondis, c'est hyper mal foutu. Lucas, je suis désolé, il y a encore plein de questions. Mais allons-y. Mais c'est quoi ce truc? Allons-y pour les questions. C'est plus long que la conférence, les questions. On a Julie. Moi, c'est pas tout à fait une question, c'est une précision par rapport justement au CAPTCHA qui est bien fait. En fait, dans ton cas, ce CAPTCHA, il est sûrement bien, mais pour toutes les personnes qui ont des troubles cognitifs, par exemple, faire une addition, ça peut être très compliqué et ça peut être une vraie barrière. Donc 1 plus 1, c'est peut-être accessible. Dès qu'on va faire 5 plus 7, il y a peut-être des personnes qui n'y arrivent pas. Donc en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a une diversité énorme de handicaps. T'as raison. Et que du coup, ce qui peut être accessible pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Du coup, voilà, les CAPTCHA, gardez ça en tête si vous en utilisez. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Puis quelqu'un m'a dit dans cette salle, qui est un mec plutôt génial, que je vous conseille d'aller discuter avec lui, il s'appelle Arnaud, et il m'a dit que les CAPTCHA, ça ne servait à rien de toute façon. Voilà, donc, mais oui, effectivement, pensons à tous les types d'accessibilité. Je fais un focus sur le côté aveugle parce que je le suis, mais bien sûr qu'il y a plein d'autres choses à penser. N'ayez pas peur pour autant, vous dites pas ouais, il nous saoule s'il faut penser à tout. En vrai, il y a des choses qui sont faisables, il y a des boîtes qui s'occupent de vous aider pour tout ça. Donc voilà, encore une fois, c'est le collectif, la bonne intelligence, et on dépasse ces contraintes pour en faire des réussites. Ah oui, il n'y a plus la slide. Il n'y a plus la slide, du coup les gens sont perdus. Refais-le. Il faut transformer ces contraintes en... ils n'ont rien compris. Ils sont... On dirait une classe qui n'est pas disciplinée. Je crois qu'on a encore une question, c'est ça Yann? Il y a une question là-bas? Ah non, j'ai cru. C'est plus en réaction, je me dis, au final, les CAPTCHA, est-ce que vraiment c'est pertinent maintenant ou pas? Puisque en fait, on se rend compte que c'est toujours un jeu du chat et la souris. Moi, en tant qu'administrateur système de sites web, on se fait régulièrement bombarder par des requêtes de scrapper LLM. Et même si... alors, en fait, le problème, c'est de mettre un CAPTCHA, c'est un peu un aveu de défaite. Dans ces cas-là, c'est vraiment la dernière chose à faire. Et c'est anti-web. J'ai vraiment remarqué récemment un changement. Il y a eu un changement majeur sur la manière dont on accède au contenu sur le web. Avec les LLM depuis 2 ans, c'est de pire en pire. Ça a beaucoup changé. Et j'aimerais savoir, toi, est-ce que ça t'a impacté, par exemple, quand tu fais des recherches sur le web ou quand tu vas sur des différentes pages, est-ce qu'il y a de plus en plus de murs pour accéder à l'information? Voilà. Les murs, oui, en fait, il y en a, si tu veux, à partir du moment où l'interface elle est trop chargée, en fait, pour nous, c'est une horreur. Quand tu n'as pas l'information que tu recherches le plus vite possible,
c'est vraiment compliqué, quoi. Donc ça commence déjà dès le départ, ou quand tu vas aller lire un article par exemple, tu dois déjà accepter les cookies, machin, puis après tu te retrouves, tu sais plus où tu es sur la page. Dans l'article, il y a 50 000 pubs, machin, donc enfin, dès que l'interface elle est hyper lourde, c'est affreux. Alors limite, il faudrait en fait que le web soit vraiment fait de manière unique, genre que tous les sites se ressemblent et tout ça. Bon, c'est pas ce qu'on demande non plus, mais encore une fois, on y revient en bon sens. Il y a une boîte qui s'appelle VoxyWeb qui a imaginé une sorte de tablette en fait où ils reprennent une interface unique, donc c'est fait exprès vraiment pour les personnes aveugles. En fait, tu navigues sur n'importe quel site de la même manière pour tous les sites. Je ne sais pas comment ils ont codé ça, ils ont fait ça, mais c'est plutôt pas mal. Mais oui, effectivement, faut vraiment se dire que dès qu'un site ou dès qu'une appli, enfin dès qu'il y a 50 milliards d'informations, en fait, on est complètement noyé. Et c'est contre-productif. Alors, j'en profite pour une question, parce que tu viens d'aborder un sujet. Moi, j'ai une idée, mais il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler. Pourquoi on ne ferait pas des sites tout simples qui ressembleraient à des serveurs vocaux interactifs? Parce que nous, quand on appelle des services en ligne, on est aussi aveugle. Et quand on les appelle, on nous dit juste taper 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et on accède rapidement au contenu. Est-ce que tu as déjà vu des choses comme ça, ou est-ce que tu penses que ça pourrait être une idée de se dire on va tous concevoir des raccourcis, des choses plus simples, plutôt que de t'envoyer effectivement beaucoup de contenu dans lequel tu peux naviguer, mais penser des choses pour toi en premier. C'est vrai qu'il y a des sites en tout cas où ils ont pensé compatible lecteur d'écran. Tu vas sur Deezer par exemple, tu sais que sur Deezer, tu fais Alt-L, ça va lancer le titre que tu as mis en route, ou ça va faire pause, etc. Donc, il y a déjà un peu des systèmes comme ça. Maintenant, ce serait compliqué de dire que chaque site internet fonctionne de la même manière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens lambda qui les utilisent. Il faut quand même garder ce côté un peu graphique, etc., joli, en tout cas. Donc moi, je suis encore une fois plus dans l'idée d'essayer de s'en sortir et d'inclure avec ce qui existe déjà, plutôt de recréer des choses exprès et tout. Je préfère que peu importe qui va sur tel site internet, en fait, il puisse l'utiliser en fonction de ce qu'il est, et non pas qu'on ait créé au départ un site internet pour tel ou tel type de personne. Je préfère le voir différemment, le truc, finalement. C'est noté, on a une autre question. C'est par rapport les publicités vous affectent énormément aussi pour l'accessibilité, ils diminuent l'accessibilité sur le site. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que les publicités... alors pire, il y a des publicités qui se greffent un peu partout, déjà ça c'est affreux, et en plus il y a celles avec des vidéos. Où là en fait tu es en train de lire ton article et puis ça fait la prochaine vidéo se lance dans 5 secondes, la prochaine vidéo se lance dans 4 secondes. C'est insupportable ça, insupportable. Alors, vu le temps, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter, sauf s'il y a vraiment une dernière question. Attention, dernière. Allez, choisis-la bien. Virginie, une question? C'est bon? Eh ben, on peut l'applaudir à nouveau. Un grand merci, Lucas. Est-ce que tu as un mot de la fin? Un mot de la fin, oui, peut-être moi aussi faire des remerciements. Déjà, je tiens à dire que la prochaine fois que vous allez applaudir avant de partir, c'est vous que vous allez applaudir. Je pense que c'est très intéressant de faire cet exercice. Et puis je vais juste remercier Arnaud qui m'a contacté pour me proposer de faire cette conférence de clôture. Bon, en vrai, c'est parce qu'il trouvait personne. Et puis merci aussi à toute l'équipe de Codeurs en scène qui font vraiment une belle journée gratuite et tout, et pourtant un savoir tellement précieux. Donc ça, c'est vraiment top, hein. Et puis merci aussi à ceux qui m'ont aidé à préparer la conférence dans l'ombre. Voilà, il y a Aude, il y a Jean-Michel Bourrouge aussi qui m'a fait une super introduction. Il y a des gens derrière aussi pour que ça fonctionne également sur les réseaux et tout ça. Et vraiment, merci pour les quelques retours. N'hésitez pas à m'en refaire. Et puis surtout, venez sur les réseaux sociaux. Je veux des messages de vous. J'étais à la conférence, c'était trop bien. Donc voilà, Lucas en live sur les réseaux. N'hésitez pas. Et longue vie à vous et applaudissez-vous. Et c'est comme ça qu'on termine.